Consacré au double scrutin législatif et régional organisé par le Togo le 29 avril 2024. Nous sommes à la phase de centralisation des résultats, de compilation des résultats. La Commission électorale nationale indépendante qui a commencé par égrener les premières tendances de ces élections et nous avons le plaisir de partager ces tendances avec vous, chers téléspectateurs. Et nous avons pour un premier plateau consacré donc à l'événement, nous avons le plaisir d'accueillir Kosigan Akoté. Monsieur Akoté, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV de partout et bonjour à la population de Haute de ses environs. Monsieur Akoté, le président de l'Alliance Jeunesse Développement JD Analyste Politique. Avec nous, Fabrice Pechesi, cher confrère, bonjour. Bonjour à toi, merci pour l'invitation et je dis également bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Fabrice Pechesi est journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire libéral. Vous dirigez également l'Observatoire togolais des médias. Peut-être à l'occasion, vous nous direz, vous commenterez le travail fait par la presse dans le cadre de ce scrutin. Notre troisième invité pour ce premier panel, Dr Mazameso Willa. Docteur, bonjour. Bonjour Gilles Bokor, bonjour à tous les téléspectateurs. Dr Mazameso Willa est maître assistant en droit public, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. La CENI continue donc de compiler les résultats, d'autres tendances à annoncer dans le cadre de ce programme spécial. Mais déjà, avant de passer à un rappel des tendances qu'on a déjà obtenues, peut-être un petit tour de table très rapide pour avoir vos appréciations, vos opinions sur le déroulement du vote, le processus, le dépouillement jusqu'à la phase d'annonce des premières tendances aujourd'hui. Monsieur Akoté, êtes-vous satisfait de ce qui s'est passé jusque-là? Oui, je suis très satisfait du vent nouveau qui est en train de souffler sur le Togo. Vous savez, l'approche actuelle de l'heureux gagnant, du gagnant sans contestation, c'est unir dans ma préfecture et dans d'autres préfectures. Nous n'avons pas encore les tendances oui, bon, de votre préfecture. Pour cette fois-ci, les populations ont choisi le réalisme contre le rêve sans avenir. Les populations de ma préfecture et de toutes les préfectures de la région maritime, du moins, ont pu choisir le parti avec lequel ils peuvent alors opérer des changements radicaux dans les préfectures, dans les fermes et hameaux de nos localités. Dans la région maritime, nous n'avons pour l'instant que les tendances d'une partie de la circonscription des lacs et de Golfe. Pour le reste, oui, je ne suis pas chez encore moi, dans les secrets des dieux. Je prends chez moi. Dans le Yoto, nous n'avons pas encore les tendances. Et je prends chez moi et je prends les préfectures voisines à Yoto. Nous savons à peu près le vent qui a soufflé. Ce n'est pas une vent de désillusion, ce n'est pas une vent de l'utopie, mais une vent de réalité. Le choix est bien fait parce que pour nous, voter, c'est voter aussi utile. À confirmer avec les tendances de la CENI. Fabrice Pechesi, campagne électorale, scrutin, dépouillement, annonce des premières tendances sans incident majeur. Oui, effectivement, je crois que nous avons eu droit quand même à une élection qui pour l'instant s'est déroulée plus ou moins bien, un processus électoral qui s'est très bien déroulé, à commencer par la campagne électorale où on a vu quand même que la campagne s'est faite sans grand incident, il n'y a pas eu trop d'invectives dans les discours des différents candidats et au niveau des partis politiques. Et en ce qui concerne le jour du scrutin, c'est vrai aussi que la CENI s'est organisée de telle sorte qu'il y avait une certaine fluidité au niveau des bureaux de vote, ce qui a donné l'impression à certains comme s'il n'y avait pas d'engouement. Peut-être on aura les chiffres qui nous diront exactement quel a été le taux de participation. C'est vrai que quand vous allez, moi j'étais à Lomé, quand vous allez dans la plupart des bureaux de vote, vous allez vous rendre compte que les gens arrivent, ils votent. Je crois que ça, c'était dû au fait qu'il y avait plusieurs centres de vote, ce qui permettait quand même aux gens de ne pas avoir affaire à de très longues queues comme par le passé.
Et maintenant, les tendances, c'est vrai que pour un journaliste, nous sommes restés un peu sur notre soif déjà au niveau de la nuit électorale. On aurait souhaité que déjà au cours de cette nuit, on ait les premières tendances, mais on comprend aussi peut-être les difficultés techniques. De toutes les façons, mieux vaut tard que jamais. On commence par avoir maintenant les tendances. Je crois que ça permet également à la presse d'avoir de la matière et de publier des informations beaucoup plus crédibles. Et là aussi, je profite pour féliciter l'ensemble des médias également qui ont accompagné ce processus électoral-là. Au niveau des journalistes, un accueil quand même a été très bien réservé aux confrères sur le terrain parce qu'au niveau de l'Observatoire togolais des médias, nous n'avons pas eu des retours par rapport à des difficultés que des journalistes auraient eu sur le terrain en termes de on m'a expulsé de tel ou tel endroit, des sons de cloche qu'on avait par le passé. Mais je dirais que pour l'instant, ça va, une mention très bien, si je peux le dire à mon niveau. Docteur Willa, est-ce que le petit bémol des concerts de sacrifice qu'on entend ici et là, c'est le retard relatif dans l'annonce des premières tendances? L'élection a eu lieu lundi. Les premières tendances ont commencé par être publiées, on va dire 24 heures après, pour un Togo pas très grand, 56 600 km². Beaucoup disent qu'on peut faire plus vite que ça. Oui, mais écoutez, est-ce qu'il faut dire qu'il y a un retard? Je ne pense pas, parce qu'il y a un délai légal pour la publication des résultats. Et jusqu'à présent, la CENI est encore dans les délais. Et Délai de 6 jours, me semble. Délai de 6 jours. Et il faut également remarquer que c'est vrai que le Togo est petit, mais les résultats qui doivent être publiés doivent être consignés sur des PV écrits qui doivent être convoyés des bureaux de vote vers les CELI et des CELI vers la CENI. Donc tout ce processus doit prendre un certain temps. Moi, je pense que de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a un retard, même si les chiffres traînent encore à tomber. Avec votre permission, donc, nous allons rappeler les tendances arrivées à notre rédaction de la Commission électorale nationale indépendante jusque-là. Nous avons donc pris connaissance depuis hier de ces tendances. Nous démarrons avec la circonscription de Doufelgou. Pour les élections des députés, le nombre d'inscrits est de 47 130. Le suffrage exprimé, 87,31%. Taux de participation, 87,31%. Suffrage exprimé, 39 881. Le nombre de sièges pour cette circonscription est de 2. Nous découvrons donc la distribution des suffrages exprimés avec largement en tête le Parti Unir avec la liste conduite par Bamana Baroma avec 35 763 voix permettant d'obtenir 2 sièges de cette circonscription. Pour les conseillers régionaux de la circonscription de Doufelgou, le suffrage exprimé de 39 848 pour 87,33% de taux de participation. Le nombre de sièges à pourvoir, 4. Dans la répartition de ces suffrages exprimés, la liste Unir vient de nouveau largement en tête avec Longa Kataoura qui a conduit la liste Unir. La liste obtient 33 337 voix et engrange les 4 conseillers régionaux de la localité. D'une circonscription à l'autre, nous avons reçu également les tendances de celle de Pelé pour les élections des députés. Les suffrages exprimés remontent à 23 630. Taux de participation moyen, 56,13%. Le nombre de sièges à pourvoir dans cette circonscription est de 2. Dans la répartition des suffrages exprimés, Unir s'empare des 2 sièges avec 18 428 voix grâce à la liste conduite par la présidente sortante de l'Assemblée nationale, Mme Tchegan Yawa Djibori, qui a conduit la liste Unir de la circonscription de Pelé. Pour les élections régionales,
de cette circonscription. Le taux de participation est de 55,55%. Suffrage exprimé, 23 784. Le nombre de sièges à pourvoir pour cette circonscription est de 2. Dans la répartition des suffrages, il est apparu que la liste Union pour la République est sortie largement en tête avec 18 535 voix, remportant les 2 sièges au total dans cette circonscription de Kpélé dans le Grand Cloto. Résultat donc de vote de la circonscription de Meaux, les tendances, taux de participation 96,78%, le record pour l'instant dans les tendances annoncées. Suffrage exprimé 27 850, nombre de sièges à pourvoir 2. La liste de M. Ouro Bawinai Tchatombi de Parti Unir sort largement vainqueur du scrutin dans cette circonscription de Meaux. 25 554 suffrages recueillis pour cette liste. Pour les conseillers régionaux, dans la circonscription de Meaux, taux de participation 96,78%, suffrage exprimé 27 838, nombre de sièges à pourvoir 2 pour la circonscription de Meaux, et les 2 sièges des conseillers régionaux sont attribués au parti Union pour la République grâce à la liste de Léna Toyi qui recueille 25 422 voix. Résultat de vote de la circonscription Assoli, taux de participation relativement élevé, 86,21%, suffrage exprimé 28 780, nombre de sièges à pourvoir 2 dans cette localité. Dans la répartition des suffrages exprimés, la liste conduite par Tchakondo Zoureyatou du Parti Unir remporte les 2 sièges avec 20 696 suffrages exprimés engrangés. Résultat donc de vote de la circonscription d'Assoli pour les élections régionales. Le taux de participation 87,5%. Nombre de sièges à pourvoir dans cette circonscription est de 2. Suffrage exprimé 28 883. Et dans l'attribution des suffrages exprimés pour les élections régionales, la liste conduite par Esso Charia Kondo du Parti Unir sort largement vainqueur, 20 763 voix engrangées, sièges remportés 2 au total dans cette circonscription Assoli. Nous passons dans la préfecture voisine, Tchaoudjo, circonscription 3-4, pour constater que le taux de participation atteint 80,89%. Suffrage exprimé, comme vous le voyez à l'écran, 15 369. Dans la distribution donc, des suffrages exprimés, on constate une nouvelle fois l'avancée majeure du parti Unir avec la liste Ourosama Mohamed Saad, 11 107 suffrages récoltés. Les tendances maintenant de la CELI Tchaoudjo pour les élections régionales. Taux de participation 83,17%. Suffrage exprimé 15 690. Et pour les tendances dans la distribution des suffrages exprimés, la liste Amadou Irima Machoud du Parti Unir, 11 622 voix, largement donc en tête dans cette circonscription. L'attribution des sièges n'est pas encore faite par la Commission électorale nationale indépendante. Résultat de vote
Dans la série LAC 2-4, tendance partielle donc de cette circonscription, taux de participation 54,1%, relativement bas, en relation avec les suffrages déjà annoncés, du taux de participation dans les autres préfectures, suffrages exprimés 21 160. Dans la circonscription LAC 2-4, voici la distribution des suffrages avec une surprise, la liste unie de la localité, liste conduite par Mme de Souza Joavi Irénée, qui vient en tête avec 12 524 voix. Oui, donc nous passons aux élections régionales dans la circonscription LAC 2-4. Taux de participation 54,34%. Suffrage exprimé 21 199. Et pour les élections régionales, Kouevi Chocho du parti Unir avec sa liste vient largement en tête, 12 539 suffrages engrangés. Voici donc les tendances dans la circonscription Kéran. Taux de participation 89,15%, très élevé. Le nombre de sièges à pourvoir est de 3. Suffrages exprimés 58 588. La distribution des sièges, des suffrages exprimés pour les élections de députés dans la circonscription de Kéran. 2 listes. Aoudé Ouahalo de l'ANC remporte 2626 voix, 0 député, 0 siège. Tandis que Ouchancha Awina Atouté du Parti Unir avec sa liste engrange 55 589 voix. Et la liste remporte les 3 sièges mis en jeu dans cette circonscription. Élection régionale dans la Kéran. Taux de participation 90,05%. Suffrage exprimé 58 867. Nombre de sièges à pourvoir 4 conseillers régionaux. 2 listes en compétit pour les élections régionales. Bigou Yulen Troba de la liste PDP, 3350 voix obtenues. La liste Unir conduite par Anité Aourma, 55 185 voix. Cette liste Unir s'empare des 4 sièges mis en jeu pour l'élection des conseillers régionaux dans la circonscription de Kéran. Golfe 2, Baie-Centre, les tendances sont disponibles dans cette circonscription pour l'élection des députés avec une longue liste. Taux de participation 31,16%, relativement très bas. Suffrage exprimé 29 136. Voici ce que donne la distribution des suffrages dans Golfe 2, Baie-Centre, avec un score avec beaucoup de surprises. Jean-Pierre Fabre, par exemple, de l'ANC, qui récolte 2128 voix dans cette circonscription, pendant qu'Apevon Kokudoji des FDR dépasse largement l'ANC avec 4993 voix. La page suivante qui nous fait découvrir le score obtenu par la liste Unir qui dépasse largement donc les débats dans cette circonscription de Golfe 2. La liste Unir conduite par Rona Kokouvi Germain, vous le voyez vers le bas du tableau, avec 8750 voix obtenues. Unir donc en tête dans Golfe 2, une grande surprise à commenter tout à l'heure par nos panélistes. Élection des conseillers régionaux, les tendances. Taux de participation 32,27%. Suffrage exprimé 26 233. Dans la répartition des suffrages exprimés,
Beaucoup de surprises également, avec la liste UNIR conduite par Djawinu Komlan, qui obtient 9237 voix, largement en tête, et suivi par Mme Amatoutoui Kaï de FDR, 4930 voix. Voici les tendances dans la section de Hao. Taux de participation 66,66%, suffrage exprimé 94 867, le nombre de sièges à pourvoir de 4. La liste conduite par l'ancien Premier ministre Komi Klassou Selom du parti UNIR vient largement en tête, 77 308 suffrages engrangés, remportant les 4 sièges dans la circonscription de Hao pour les députés à l'Assemblée nationale. Élection des conseillers régionaux dans la circonscription Hao. Suffrage exprimé 95 165. Taux de participation 66,45%. Le nombre de sièges à pourvoir dans cette circonscription est de 6 conseillers régionaux. Dans la distribution des suffrages, la liste UNIR vient en tête à Dadi Kofi et Fanam, 77 636 voix. Les 5 sièges sont remportés par la liste UNIR. La liste de la DMP Alofa Komlan sauve l'honneur avec 5 924 voix, remportant un siège de conseiller régional dans la circonscription de Hao. Voici les tendances dans l'année maintenant. Taux de participation 69,63%. Suffrage exprimé 63 763. Le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription annuelle de 2. Les 2 sièges qui sont remportés par la liste UNIR conduite par le ministre Odin Ekekoku, qui remporte 55 519 voix. Le ministre Odin donc s'en va avec les 2 sièges des députés dans la circonscription annuelle. Les élections régionales dans cette circonscription, toujours annuelle. Taux de participation 70,12%. Suffrage exprimé 64 140. Le nombre de sièges à pourvoir de 3 conseillers régionaux. La liste UNIR conduite par Boukpessi Babanassim s'en sort vainqueur avec 53 543 voix obtenues, les 3 sièges au total remportés par UNIR. Voici donc les tendances dans la circonscription Bassa. Taux de participation 65,13%. Suffrage exprimé 49 734. Le nombre de sièges à pouvoir est de 3. Et les 3 sièges ont été attribués au parti UNIR avec la liste du DG Yawanke Wakebati, 39 492 voix, 3 sièges dans la poche du parti UNIR. Pour les conseillers régionaux, dans cette circonscription de Bassar, taux de participation de 65,12%, suffrage exprimé 49 659, le nombre de sièges à pourvoir est de 5 conseillers régionaux. 4 sièges sont allés au parti UNIR avec la liste Bonfo Mtseou qui obtient 38 696 voix. Adi a sauvé l'honneur avec la liste Mouti Nassirou, un siège remporté grâce aux voix récoltées 5 951.
Dans le Babono, dans la localité d'Afania, dans le Babono, taux de participation 57,69%, suffrage exprimé 22 506. Le nombre de sièges pour les députés dans le Babono est de 2. Voici les tendances affichées. La liste Unake Akakpo Kossi du parti UNIR vient largement en tête, 11 389 voix. Les 2 sièges de cette circonscription sont remportés par le parti UNIR. Élection des députés, les tendances dans la préfecture de l'Abidjan, la circonscription de l'Abidjan. Taux de participation 94,5%, un des taux les plus élevés. Suffrage exprimé 56 395. Le nombre de sièges à pourvoir dans l'Abidjan est de 2. La liste conduite par le ministre Sani Yaya du parti UNIR vient largement en tête. Domine totalement les débats, 52 697 voix, remportant les 2 sièges de cette localité. Très très loin derrière vient le candidat du PDP, la liste PDP conduite par Nimaka Kaibewe. Pour les régionales, dans l'Abidjan, 94,5% de taux de participation, 56 383 suffrages exprimés, nombre de sièges à pourvoir est de 4 conseillers régionaux. Et les 4 conseillers régionaux sont attribués à UNIR, une liste unique, à Toukoussi Ouede du parti UNIR, 56 383 voix engrangées. Nous avons reçu également les tendances dans la circonscription, dans les CELI de COSA 3 et 4, les CELI COSA 3 et 4. Le taux de participation donc est de combien? C'est vite passé. Nous sommes allés à la distribution des suffrages exprimés. Alors donc oui, le taux de participation est de 83,27% pour 22 055 suffrages exprimés. Et dans la localité, la liste conduite par Kassan Balaïbaou, UNIR, ça c'est les régionaux, les conseillers régionaux, 19 612 voix obtenues par la liste UNIR. Les sièges ne sont pas encore attribués. Est-ce qu'on peut revenir à la circonscription de Kara pour les députés? Parce qu'on est passé vite là-dessus. Les élections de députés, donc dans la circonscription, dans les CELI de COSA 3-4, oui, donc le taux de participation 83,74. La distribution donc des suffrages donne la liste conduite par le DG Barkola Issowe du parti uni largement vainqueur avec 19 676 suffrages engrangés. CELI, circonscription OTI maintenant, OTI avec le nombre de sièges à pourvoir qui est de 2. Le taux de participation 62,64%, suffrages exprimés 39 915. Dans la distribution des suffrages dans l'OTI, la liste UNIR conduite par l'ancien ministre Baba Bamouni Soumolou Stanislas du parti UNIR, 28 865 voix. Les 2 sièges sont allés au ministre Baba Bamouni Soumolou Stanislas qui a conduit la liste UNIR de la circonscription d'Oti. Les élections régionales dans l'Oti, taux de participation 88,66%, suffrages exprimés 39 816, sièges à pourvoir 4 conseillers régionaux. Dans l'OTI, UNIR vient en tête avec la liste Yukwedana Mama,
27 202 voix engrangées, donnant droit à 3 sièges de conseillers régionaux. La liste Adi a sauvé l'honneur dans l'OTI avec Lamboni Nangebong. Sa liste a recueilli 5 277 voix, remportant un siège de conseiller régional. Peut-être je vous ajoute 2 nouvelles tendances avant de vous laisser réagir sur ces résultats. Nous pouvons vous proposer les résultats de LAC 1. Ce que nous pouvons le découvrir, LAC 1 et 3, les CELI LAC 1 et 3, dont les tendances nous sont envoyées tout de suite. Est-ce qu'on peut les découvrir avec la complicité de la réalisation? Voici donc dans les LAC 1 et 3, puisque nous avons eu déjà les tendances dans une partie des LAC également. Voilà, pour LAC 1 et 3, le taux de participation est de 43,55%, suffrage exprimé 31 177. La répartition des suffrages dans LAC 1 et 3, qu'est-ce qu'on constate? La liste UNIR vient largement en tête, comme je le découvre en même temps que vous. La liste conduite par De Souza Joavi Irénée dans les LAC 1 et 3, 14 264 voix. Très loin derrière, on peut voir la liste Gozo Anani de l'UFC avec 2120 voix. Kini et Foué Kofi Maonigan de Bâtir obtient donc un peu plus de 4000 voix. Le dernier sur la liste, comme vous pouvez le constater. Les tendances dans les LAC 1, 3, Folie Ekwe Antoine de UDS Togo n'a pas obtenu un bon score, comme on peut le découvrir au tableau, avec moins de 200 voix. Les régionales dans LAC 1, 3, taux de participation 43,4%, suffrage exprimé 31 301 suffrages exprimés. On peut passer à la répartition, à la distribution des suffrages exprimés pour les élections régionales. Oui, qu'est-ce qu'on constate? Ça saute aux yeux. UNIR, Kwevi Chocho a conduit cette liste et s'en sort avec plus de 13 000 voix, 13 891 voix. Le Bamono, élection des députés, le Bamono, élection des députés, avec la distribution des sièges à présent, nombre de sièges à pourvoir est de 2, le nombre de sièges à pourvoir est de 2. Le taux de participation dans le Bamono est de 57,69%, 57,69%, suffrage exprimé 22 506, 22 506. Voici donc la distribution des suffrages avec Unake Akakpo Kosi du Parti UNIR qui obtient 11 389 voix et remporte les 2 sièges de la localité, le Bamono, la circonscription du Bamono. Nouvelle tendance maintenant avec la circonscription d'Akebu. Taux de participation 83,29%. Élection régionale. Nombre d'inscrits 37 704. Nombre de votants 31 403. Bulletin nul 723. Bulletin contesté 124. Le nombre de sièges à pouvoir est de 2 conseillers régionaux. Suffrage exprimé 30 922. Les régionales dans l'Akebu. La distribution des suffrages dans l'Akebu, oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Le voilà maintenant. La liste Kerecho Komina du Parti UNIR obtient
17 472 voix, 17 472 voix, remportant un siège de conseiller régional dans la localité. Achou Esther de l'UFC, 792 voix. Djidjoku Kekou de l'Alliance nationale pour le changement obtient 9 924 voix et remporte un siège de conseiller régional dans l'Akebu. Très loin derrière, Mensa Kofi du PDP, 299. Gaga Edem Victor du Nouvel Engagement Togolais, 2050 voix. Et Keou Kofi du Comité d'action pour le renouveau, 434 voix. Et Menyaho Komlavi des FDR, 190 voix. Donc voilà, les nouvelles tendances qui sont à notre disposition en ce moment. Nous avons lentement mais sûrement, les résultats tombent. Analyse de ces tendances, Fabrice Wetchidji. Je crois qu'au regard des chiffres qu'on vient de nous projeter, je peux dire tout de suite que je fais, en ce qui concerne le taux de participation d'abord, je fais une double lecture. Je constate que dans la partie septentrionale du pays, les différents taux de participation sont un peu plus élevés que dans la partie méridionale du pays. Et la seconde lecture, c'est au niveau de ce que chaque parti ou chaque candidat a essayé d'engranger comme nombre de voix. Et j'ai constaté que pour l'instant, pratiquement tous les chiffres que j'ai suivis ici, le parti UNIR, pratiquement dans toutes les localités, devance tous ses concurrents. Ça, c'est les chiffres. Et quelque chose aussi qui a retenu mon attention un peu dans le golfe de Je crois, où j'ai constaté qu'à part UNIR qui s'est dégagé du lot, il y a la FDR avec Maître Apévon en tête qui devance l'ANC de Jean-Pierre Favre. Ça aussi, c'est un élément qui a marqué mon attention. Alors qu'on sait que dans cette partie du pays, la logique voudrait que le leader de l'ANC s'impose à ce niveau, mais UNIR est passé et en deuxième position, ce n'est pas lui non plus. Et il y a la FDR d'Apévon. Ça aussi, ça s'est répété dans beaucoup de localités qui dévancent le parti ANC, qu'on pourrait considérer à une certaine époque comme la deuxième force politique du pays après le parti au pouvoir qui est UNIR, qui est sérieusement talonné aujourd'hui par la FDR en ce qui concerne certaines zones que j'ai pu constater ici. Donc voilà un peu une toute première lecture que je pourrais faire des différents résultats qui ont été projetés tout à l'heure. Vous parlez de logique. J'ai envie de demander à l'enseignant-chercheur parmi nous, mais est-ce qu'il y a une logique en politique? Écoutez, pour moi, il n'y a pas une logique en politique parce que, à y regarder de près, en tout cas en scrutant ces résultats, il y a une certaine recomposition du paysage politique. C'est vrai que historiquement, ou en tout cas de par l'histoire de notre pays, et certains partis se réclamaient, en tout cas réclamaient certaines zones comme étant leur bastion, mais aujourd'hui, tout est en train d'être restructuré. Le second élément que je voulais évoquer, c'est effectivement le taux de participation. Et on regarde que le taux de participation, plus on quitte l'intérieur du pays en venant vers le Lomé, le taux ne fait que régresser. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi ce déficit de participation dans le sud du pays, notamment vers la capitale, mais également l'autre élément qu'on pourrait mettre dans la balance, c'est que les partis politiques sont surreprésentés dans Lomé et dans la région des Maritimes, alors que dans certaines circonscriptions électorales à l'intérieur du pays, on retrouve 4, 2 ou 3 partis politiques. Bon, alors, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est parce que c'est inaccessible aux partis de l'opposition? Si ce n'est pas le cas, et pourquoi est-ce que les populations de l'intérieur du pays ne méritent pas une certaine représentativité de ces partis politiques? Et curieusement, c'est là que le taux de participation est très fort. Peut-être qu'un travail de sensibilisation des partis politiques doit être renforcé. Alors, le dernier élément sur lequel je voulais
intervenir, c'est le nombre de bulletins nuls. Le nombre est élevé, le nombre de bulletins nuls, ça va jusqu'à 2000 dans certaines circonscriptions. Il faut distinguer deux types de bulletins nuls. Le bulletin nul où l'électeur a mal voté et qui ne peut pas être comptabilisé pour le compte de l'un ou l'autre des candidats. Le bulletin nul où l'électeur n'a même pas exprimé un choix. Alors, si peut-être la distinction était faite, si le bulletin dont l'électeur n'a même pas effectué un choix, ça exprime également une certaine expression de la volonté politique. Ça veut dire que le citoyen trouve que tous les acteurs qui composent notre environnement politique actuel ne satisfont pas à en tout cas ne prennent pas en compte leurs préoccupations et donc il estime qu'il n'a pas de choix à faire. Et donc, mais le fait de se déplacer et mettre un bulletin blanc dans l'urne est significatif. Maintenant, si c'est que ces bulletins nuls sont justifiés par le fait que le choix exprimé par l'électeur ne peut pas être attribué à l'un ou l'autre des candidats, c'est que là, il y a un problème d'éducation et de sensibilisation de la part des partis politiques à l'endroit de l'électorat. Et je pense que la leçon qu'on peut tirer, il faut qu'à l'avenir, les partis politiques puissent intensifier leur travail de sensibilisation et pour que les populations puissent encore regagner, en tout cas en confiance, ou bien avoir plus de confiance dans les politiques ou bien dans les politiques publiques actuellement. Autre observation, autre analyse à faire, à la lumière des tendances qui sont déjà disponibles, à côté Kosiga, jusqu'alors, aucun siège n'a été clairement attribué en ce qui concerne les députés au parti de l'opposition. L'inquiétude doit être grande Bon, dans le camp des opposants. L'inquiétude ne doit pas être normalement grande dans le cas des opposants, où c'est une première fois que les élections sont organisées. À la proclamation des résultats, il y a moins de contestation. Ça voudrait dire qu'à la base, les acteurs même ont compris de quel côté les électeurs ont choisi d'aller. Ça, c'est un. De deux, il faut noter le vieillissement de la classe politique, le vieillissement de certains partis politiques qui sont aujourd'hui talonnés par d'autres partis politiques naissants. Il y a aussi le choix des candidats. Le choix des candidats et la multiplicité alors des partis politiques, surtout au Sud, où il y a beaucoup de partis politiques et des candidats indépendants qui sont allés aux différentes élections, ce qui a réduit considérablement alors, le choix des électeurs aux partis connus pour avoir fait leur loi dans la partie sud du pays. Quand vous voyez un peu les résultats de Baie-Centre ou du Bas-Mono, vous allez constater que les anciens partis politiques, notamment l'UFC et l'ANC, n'ont pas fait assez de scores, contrairement au FDR, au PDP, au DMP, certains indépendants. Cela dit, cela ne surprend guère même les acteurs politiques de ces partis d'opposition qui ont dormi sur leur laurier, qui ont fait moins le travail alors de sensibilisation, qui ont moins travaillé, qui comptent surtout sur leur influence des années 1990 et qui a joué contre eux, finalement. Fabrice Petit, je reviens à vous. En tant que président de l'Observatoire des médias, vous faisiez un clin d'œil à la presse tantôt, affichant votre satisfecit en rapport avec le travail effectué par les organes de presse, sur le plan national peut-être, parce qu'à l'international, il y a eu quelques bisbilles, une expulsion d'un journaliste qui n'aurait pas eu son accréditation, et certains médias internationaux dont les accréditations ont été refusées par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous, à ce niveau, est-ce que vous avez travaillé sur ces dossiers? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que par rapport aux journalistes ou activistes, j'en sais pas grand-chose. Je me fie un peu au communiqué qui a expliqué un peu les conditions dans lesquelles il est arrivé au pays. À ce niveau, je crois que le Conseil national des patrons de presse a sorti un communiqué quand même là-dessus pour
expliquer également sa position, qui épouse la position aussi de beaucoup de confrères au niveau du pays. Maintenant, aujourd'hui, il est difficile d'expliquer, même si le communiqué du gouvernement, enfin, l'a expliqué, notamment celui de la justice, a expliqué un peu les conditions dans lesquelles l'accréditation a été refusée à ce confrère qui était arrivé au pays pour couvrir les élections. Maintenant, pour les accréditations, je crois qu'à ce niveau, oui, on s'est posé un peu la question de savoir, mais ça a été plus ou moins compensé, c'est-à-dire que oui, on n'a pas accordé des accréditations aux chaînes internationales pour venir couvrir, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas couvert ces élections parce que toutes ces chaînes ont des correspondants au niveau du pays. Moi, j'ai suivi un peu le reportage du correspondant de RFI au Togo qui a fait un très grand travail sur cette élection et bien d'autres correspondants également. Donc oui, c'est vrai que les envoyés spéciaux n'ont pas reçu d'accréditation parce que la HAC a dû suspendre provisoirement depuis le 15 avril la délivrance des accréditations. Mais ça ne suffit pas à dire que l'élection s'est déroulée en vase clos où ça a été une chose à 100% togolaise, où c'est la presse locale seulement qui l'a couvert. Non, aujourd'hui, tous ces médias-là qui ont des correspondants au Togo ont quand même un retour sur ce qui s'est passé réellement en termes de couverture médiatique. Je crois que c'est beaucoup plus cela qu'il faut saluer. Dans d'autres pays, parfois, vous allez vous rendre compte que les fréquences ne marchent plus durant la période électorale, on coupe Internet. Et donc, aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu d'accréditation pour les envoyés spéciaux, mais quand même l'élection a été couverte par la plupart des médias internationaux qui ont les correspondants sur le territoire national. Docteur Ouella, avec vous, maintenant, je voudrais aborder les enjeux de ce scrutin, surtout législatif, en relation avec le taux de participation très bas dans certaines zones, ce qui m'amène à vous demander si l'électorat a compris finalement les enjeux de ce scrutin où les futurs députés seront finalement les grands électeurs pour choisir le président de la République. Merci beaucoup. D'abord, il faut constater, avant de répondre à votre question, en regardant les chiffres, vous avez pu constater que c'est un seul parti qui est plus ou moins en tête dans la plupart des circonscriptions électorales. Et ça apporte un démenti ou des nuances en tout cas aux avantages et inconvénients de l'un ou l'autre mode de scrutin. Parce que très généralement, on a défendu que le scrutin majoritaire permettait donc à un seul parti d'engranger l'essentiel des sièges, ce qui assurait une certaine stabilité institutionnelle. Et que le scrutin, la représentation proportionnelle, que ce soit au plus fort reste ou bien à la plus forte moyenne, était un scrutin qui permettait une certaine représentation de tous les partis politiques et par conséquent, l'Assemblée nationale devrait être émiettée, ce qui ne permettrait pas de dégager une majorité stable pour la prise des décisions. Mais si ces résultats se confirment, on se rend compte que finalement, il y aura une majorité nette et claire qui sera dégagée. Donc, ce qui permet de dire donc, que de par la composition de notre paysage politique, ce mode de scrutin peut garantir une certaine stabilité institutionnelle. Le second élément, c'est que ce scrutin législatif et régional revêt une importance inédite dans le contexte actuel de la réforme constitutionnelle. Alors, selon les nouvelles dispositions de la Constitution, en tout cas de la Constitution révisée qui a été adoptée récemment, si elle est promulguée, les députés et les conseillers régionaux vont jouer un troisième rôle au-delà du rôle classique du Parlement qui est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Le troisième rôle, c'est la désignation des têtes de l'exécutif. D'abord, les conseillers régionaux participent donc à la désignation des sénateurs, puisqu'une partie est nommée par le président de la République, c'est-à-dire un tiers, les 2 tiers étant élus
par les représentants des collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Ça veut dire que ces conseillers régionaux vont désigner les sénateurs. Et dès que le Sénat sera mis en place, ce sera le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès qui vont élire le président de la République. Et également, c'est cette majorité parlementaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui permet également de dégager celui qui peut être le président du Conseil des ministres. Donc, au regard de l'importance de ce scrutin dans la mise en place des futures institutions et du fonctionnement de l'État, il est étonnant de constater un certain, en tout cas, désaveu, en tout cas, de certains nombres, en tout cas d'un électorat, surtout dans certaines circonscriptions, qui n'a pas activement pris part à ce scrutin, alors que ce scrutin revêt une importance plus ou moins capitale par rapport à d'autres scrutins législatifs. Maintenant, je voudrais m'interroger avec vous sur la séparation des pouvoirs dans le contexte de cette nouvelle constitution à promulguer, vous l'avez dit. Le fait que finalement ce soit les députés et les sénateurs qui désignent la tête de l'exécutif, est-ce que cela garantit l'étanchéité des différents pouvoirs, comme les juristes nous le disent souvent? Alors, il faut dire que la stabilité même de l'État est donc assurée, en tout cas, par le président de la République. Le président de la République, lui, il est élu pour un mandat et donc, durant ce mandat, on ne peut pas engager sa responsabilité. Donc, il n'est pas lié donc, au sort des députés durant cette période, ce qui est un gage de stabilité. Maintenant, le président du Conseil des ministres, qui est issu de la majorité parlementaire, son sort est lié donc, aux députés. Ça veut dire que s'il y a une coalition, lorsque la coalition se défait, on peut engager la responsabilité du président du Conseil. La séparation est garantie par le fait que entre ces différents organes, il y a ce qu'on appelle les contrepoids. C'est-à-dire que le Parlement, qui a la possibilité de renverser le gouvernement, est une arme pour s'assurer que le gouvernement fait bien son travail, mais en retour, le gouvernement aussi a une arme qu'il brandit à l'égard du Parlement, c'est-à-dire la dissolution du Parlement. Donc, ces mécanismes-là permettent de garantir à la fois la stabilité institutionnelle, mais également la séparation des rôles des uns et des autres. Et par là même, est-ce que cela peut être aussi une opportunité d'instabilité? Oui, cela peut être une possibilité d'instabilité au cas où au Parlement, il n'y a pas une majorité stable. Donc, lorsque le Parlement et le président du Conseil se rendent coup pour coup. Le président du Parlement est du... Oui, ou le président du Conseil peut choisir de dissoudre l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée peut organiser des pétitions, comment vous l'appelez, des motions de censure régulièrement. Mais il faut dire que ces mécanismes ne sont pas nouveaux dans la nouvelle constitution qui est adoptée. Ces mécanismes existaient. Mais ces mécanismes ce sont des contrepoids. Lorsque le Parlement tente de renverser le gouvernement aussi a une arme, c'est-à-dire dissoudre le Parlement. Les parlementaires, sachant que si le gouvernement décide de dissoudre le Parlement, nous serons renvoyés devant l'électorat et l'électorat peut nous censurer, le Parlement ne peut pas prendre l'initiative de renverser le gouvernement au hasard. Il faut que ça soit sérieux. Mais si nous regardons les exemples de beaucoup de pays qui ont adopté ce type de régime, et l'usage de la dissolution ou encore des motions de censure est rare. Donc, ce n'est pas un thé quotidien. Donc, c'est sur la base d'un certain nombre d'éléments et les mécanismes sont tellement ficelés parce qu'il faut une certaine majorité pour que l'un ou l'autre puisse utiliser. Monsieur, à côté, vous disiez tantôt que vous n'avez pas entendu une contestation de la part des partis d'opposition qui, visiblement, ont perdu beaucoup de terrain dans le cadre de ces élections. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne? Non, pas du tout.
Pas du tout. Parce les contestations, moi je recevais tout à l'heure une alerte venant de Cara où une liste estime avoir été intimidée, avoir constaté... Vous savez, c'est le caractère des mauvais perdants. Je viens du Sud qui, hier, était considéré comme la bastion de l'opposition. J'ai suivi les élections dans la région du Sud du Togo, bien que je sois de Yoto. J'ai vécu les dépouillements à Couvé, siège où, je ne sais pas, bastion du Car, où il a perdu beaucoup des ailes. Je ne vois pas les candidats de l'opposition rester dans la contestation depuis le dépouillement jusqu'à la centralisation des résultats. Je pense que beaucoup d'entre eux sont en train de faire des mises en cause pour pouvoir bien repartir. La Constitution, d'ailleurs, changer les pousse à travailler mieux sur le terrain. Si tous les candidats, toutes les formations politiques ont bien travaillé, étaient très proches de leur électorat, je pense quand même qu'au sud du Togo, le taux de participation devait être plus élevé que ce que nous constatons. Il y a aussi eu l'effet des reports des élections qui a fait que les électeurs des différents partis politiques ne savaient pas si la date retenue la fois dernière était la bonne ou pas, ou s'il y aura éventuellement un changement. Cela aussi a eu un peu à influencer le taux de participation. Cela dit, il n'y a pas de contestation. C'est vrai qu'ici et là, il y a des mauvais perdants qui vont toujours rester dans des contestations vers nous, des déclarations qui ne sont pas fondées. Mais je dis pour cette fois-ci, unir à gagner les mains hautes dans toutes les circonscriptions électorales du sud du Togo et ailleurs au Togo. Et cela dénote d'abord de leur proximité, la proximité des candidats. Ces résultats dénotent du travail de longues années de unir dans tous les coins et recoins du Togo. Ce n'est pas aujourd'hui ou ce n'est pas la simple campagne électorale de la fois dernière qui a donné ces résultats. Vous allez m'éclairer sur ce travail fait sur le terrain tout à l'heure, après une pause. Mais avant la pause, très rapidement, Dr Willa, je voudrais que vous me situiez sur la meilleure forme de contestation possible après une élection, sur les réseaux sociaux, sur les médias, dans la rue ou en saisissant les institutions. Quelle est la meilleure forme pour contester les élections, selon vous? Il n'y a pas une meilleure forme de contestation. Et nous sommes dans un état de droit où la contestation se fait suivant ce qui est prescrit par la loi. Et donc, moi je pense tout simplement qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contestation à l'état actuel. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures légales de contestation des résultats. Alors, ces procédures, les recours peuvent être portés devant les juridictions en ce qui concerne les élections législatives devant la Cour constitutionnelle et pour les élections régionales devant la Cour suprême, notamment devant la Chambre administrative. Le recours ne peut commencer que dès la publication des résultats provisoires. À l'état actuel, si un parti ou une liste conteste les résultats et saisit l'une ou l'autre de ces juridictions, son recours sera irrecevable. Le recours ne sera recevable qu'après la proclamation des résultats provisoires. Oui, Docteur Willa, on va continuer ce débat qui me semble très intéressant. Là, on va marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour l'annonce des tendances et les commentaires au plateau. À tout de suite.